Bonsoir tout le monde. Oui, j'ai écouté avec intérêt tout ce que dit Damien et j'approuve tout ce qu'il dit. Moi, je suis une personne qui s'intéresse aux ovnis depuis que j'avais 16 ans, et donc ça fait longtemps. Et toute ma vie, j'ai trouvé un écueil à vouloir en parler à qui que ce soit. Euh, j'ai eu des expériences personnelles. Quand j'avais 16 ans, comme disait Damien, j'habitais un petit pays qui s'appelle Andorre, voilà. Et ma mère tenait un bar où on vendait des journaux. Et j'avais l'habitude de lire les journaux français, les journaux espagnols, même les journaux en catalan. Et c'était l'époque, les années 70, où on parlait beaucoup dans les journaux des soucoupes volantes. Et j'ai collectionné les articles à l'époque, comme dit Damien. C'est vrai que très souvent dans les journaux, on en parlait des pages entières. Et je me suis surpris il y a quelques mois, en classant mes vieux dossiers, à sortir un vieux cahier là, où il y avait une cinquantaine de journaux découpés. Et il faut croire qu'à l'époque, le papier était de meilleure qualité, puisque les photos étaient encore visibles. J'ai montré ça à ma fille Diana, aînée, qui m'a dit, mais c'est génial ce que tu as là. C'est un vrai documentaire de quoi faire un bouquin. Bon, tout ça pour dire que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Euh, je me suis fait ma religion sur le sujet. Je pense qu'effectivement, côté ancienne civilisation, c'est un sujet que j'étudie. Il y a eu des paléocontacts, il y a eu à plusieurs reprises des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont allés à plusieurs endroits du monde, qui ont contacté des gens. Ces gens en ont gardé un souvenir incroyable, ils ont appelé Dieu. Je pense qu'une partie de la religion, si on lit entre les lignes, nous parle de cela. Euh, Ça a duré toujours. Ça s'est réactivé avec Kenneth Arnold en 1945, je crois, sorti de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il a vu dans son petit avion des soucoupes volantes en formation, hein, qui volaient dans le ciel. Bon, je suis persuadé que ce qu'il a vu, c'était des soucoupes volantes terrestres. En sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient fait des recherches très poussées sur les soucoupes volantes. Attendez, on va démarrer une vidéo, je l'ai fait. Je pense que les Américains ont récupéré en Allemagne des prototypes, des plans, et qui sont mis au point des soucoupes volantes. Je pense qu'il y a depuis contenu. Et je suis maintenant convaincu que la moitié ou les 80% des soucoupes volantes qu'on voit dans le ciel de la Terre sont d'origine humaine, russe, américaine, pourquoi pas chinoise. Mais ceci étant dit, il n'y a pas que, parce qu'eux, ils ont copié quelque chose que les Allemands avaient récupéré, on ne sait pas trop où. Ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont même été en Antarctique, hein, les Allemands. Et donc, les 10 ou 15 ou 20% qui restent, hein, et qui nous visitent de nos jours, je suis persuadé que ce sont des entités. Je ne sais pas s'ils sont dans notre galaxie. Je ne sais pas s'ils appartiennent à notre espace-temps. J'en sais absolument rien. Toutes les hypothèses sont possibles. Il faut garder l'esprit ouvert. Mais je pense qu'on est effectivement devant un phénomène extrêmement important, extrêmement intense. Et comme dit Damien, le jour où ça va être compris, qu'on aura les preuves, qu'on sera informé, ça va changer ça va changer l'humanité. Et c'est pour ça que les gens en ont peur, c'est pour ça que la religion en a peur. Tout ce qui est bizarre, la religion n'en veut pas. Euh, J'étais en train de faire un article là, pour bientôt là, sur les crânes allongés du Paracas. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'on les cache, les crânes, derrière, il y a les religieux. À Malte, par exemple, il y avait 7000 crânes allongés dans l'hypogée de Malte. C'est la religion, c'est les prêtres qui ont demandé ce qu'on les cache. Parce que pour eux, ce n'était pas possible qu'il y ait une autre humanité. Voilà donc un peu ce que je pouvais dire sur les soucoupes volantes. T'es à Ouais. l'ancienne avec ce coupe volante. Je suis C'est l'ancienne, ouais, c'est comme. alors ouais non mais c'est ça donne du charme, ça ramène le sujet, c'est un peu c'est nostalgique aussi quoi. Moi bah phénomène ovni, c'est un petit peu pour être franc avec vous ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu le phénomène ovni dans ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. C'est ce qui m'a très tôt perturbé puisque tout gamin déjà j'en voyais. Et
tout gamin, il s'est passé des choses dont je n'ai pas à souvenir, mais qui m'ont été rapportées par des gens de la famille. Donc, quelque part, moi, j'ai toujours baigné un peu dans ce côté ovni, etc. J'ai été moi-même témoin à de très nombreuses reprises de phénomènes d'ovni, mais vraiment des choses, voilà, c'est à faire pâlir des écrivains, des réalisateurs. Hein. J'ai vraiment vu des choses devant moi se manifester, décoller, partir en flèche, etc. À des distances, pour la plus près, qui m'a été donné de voir en 97. On était à une distance de moins de 100 mètres. C'était peut-être une cinquantaine de mètres. C'était vraiment très proche. Hein. J'ai vu quelque chose d'énorme. Quand vous voyez ça, vous dites, bon, il y a autre chose. Alors, bien sûr, vous ne savez pas de quelle nature est cet objet. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas qui il y a dedans. Alors après, vous dites peut-être que j'ai halluciné, peut-être que j'ai eu… voilà, bon. Après, bon, il se trouve que ce jour-là, je n'étais pas tout seul à avoir fait l'observation de cet objet. Donc, l'hallucination collective, bon, à un moment, ça va. Il faut arrêter le… Voilà. Donc, voilà, on se pose des questions et forcément, ça nous met en marge très tôt et ça nous pousse à chercher des réponses, à essayer de mener des enquêtes, savoir qu'est-ce que ça peut être. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans cet univers, on va dire, ovni, extraterrestre, etc. Donc, du coup, ça nous amène loin. Et voilà, bon. Après, il y a d'autres raisons qui ont fait que j'ai décidé d'orienter plus mes recherches sur, on va dire, l'histoire un peu alternative ou l'archéologie mystérieuse, etc. Mais quelque part, tout ça, c'est lié et tout se rejoint, en fait, finalement. Rakshi, c'est vraiment le point de convergence entre archéologie et mythe du dieu venu du ciel. Parce que là, vraiment, on a des phénomènes à cet endroit-là qui se sont produits et qui se produisent, alors à cet endroit-là, dans cette région. Et on a justement des sites archéologiques qui semblent être, on va dire, la plaque tournante de ces objets, du moins, ce n'est pas un hasard, quoi. Donc, quelque part, il y a une sorte de connexion qui se crée. C'est pour ça que dans le film, on parle à un moment, est-ce que quelque part, bien sûr, dans l'idée de se dire que cette maman, la maman de Grevenessa, a bien vécu tout ce qu'elle a vécu, on se dit, est-ce que quelque part, ça ne serait pas ces fameux dieux venus des étoiles, dont parle Joseph d'ailleurs, le peuple de Viracocha dans le documentaire. Ça pose énormément de questions. Mais je pense que ça mérite qu'on se pose des questions, justement. Alors, même si on n'a pas les réponses, ce n'est pas grave, mais posons-nous les questions, parce que les questions, ça s'intègre dans le petit pot de fleurs du pourquoi pas. Voilà, on se pose des questions, on n'a pas forcément la réponse, mais on se dit alors peut-être que oui ou peut-être que non, etc. C'est un peu le reproche qui a été fait justement à ce documentaire. Donc après, peut-être que certains d'entre vous voudront en parler, si ça vous dit. Moi, j'ai le monteur qui avait travaillé avec moi sur l'autre terre des dieux, Fabien, qui m'a dit, mais il m'a saqué sur le documentaire, parce que Fabien, c'est quelqu'un qui est complètement neutre. Si vous voulez avoir du recul sur un sujet et avoir un regard neutre d'une personne qui n'y connaît rien, il faut le montrer à des personnes qui ne sont pas du tout là-dedans. Et moi, j'ai eu un retour qui a été, on va dire, alors pas forcément négatif, parce que quelque part, je m'y attendais, et puis quelque part, c'est bien d'avoir ce genre de retour, donc c'est positif quand on peut en tirer des bonnes choses. Mais de son point de vue, c'était négatif. C'est-à-dire, pourquoi faire un documentaire de 50 minutes pour un simple témoignage? Il m'a dit, qui plus est, n'est étayé d'aucune preuve, d'aucun fait. Il n'y a pas de vrais chercheurs dans ce documentaire. Il n'y a pas de parole légitime. Il n'y a pas de scientifiques, etc. Mais quelque part, quels seraient les scientifiques qui seraient d'accord pour mener un travail d'investigation sur ce genre d'affaires? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ou ça n'existe plus. Voilà, c'est tout. Donc oui, on est sur un documentaire de 50 minutes où on a un témoignage, on a des reconstitutions. C'est la parole d'une jeune fille qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas d'où elle sort, etc. On n'a pas de chercheurs, on n'a pas de scientifiques. Certes, ça limite peut-être la portée de ce documentaire à une poignée d'initiés ou de gens qui connaissent ce genre de sujet, qui apprécient ou aiment ce genre de sujet. Et effectivement, ça le ferme à toutes les personnes qui ne connaissent rien à ce type de sujet. Et je prends l'exemple de Ima, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir et qui fait partie des personnes qui nous accompagnaient avec Joe en 2018. Ima, que j'ai eu au téléphone ce matin et que je salue si elle regarde cette vidéo ou si elle le regardera peut-être plus tard, elle me confiait justement avoir
acheter le documentaire et avoir fait une projection à la maison avec la famille. Donc, il y avait leurs enfants qui étaient là et puis il y avait Tony, donc, qui était avec nous aussi au Pérou. Donc, ils ont vraiment fait une projection en famille de ce documentaire. Eh bien, en grande majorité, ce documentaire a été, on va dire, accueilli avec un certain scepticisme, ce qui est complètement logique. Je dis c'est totalement logique. Quand on n'est pas au courant ou on ne s'intéresse pas à ce genre de sujet, on a une fille qui nous balance un témoignage, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, il n'y a pas de… ça manque de blouse blanche, ça manque d'investigation, d'enquête, etc. Donc, c'est très difficile de croire à ce genre de docu, quoi. Donc, ça limite la portée du docu, effectivement. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont des questions ou des observations, des remarques à faire par rapport à ce documentaire, même si vous êtes sceptique, c'est bien, prenez la parole honnêtement. Moi, je ne vais pas me vexer là-dessus. Je vous ai dit avec sincérité, hein, justement, ma démarche, comment elle était, comment je l'avais établie, etc. Voilà, chacun peut en parler. Voilà. Donc, si vous avez des questions, allons-y, c'est maintenant, quoi. Bonsoir Daiman. Salut Greg. Greg. Est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu as vu, tu sais que ça s'est passé en 2018. Il y a une boule blanche en fait qui s'est stationnée au-dessus d'un dôme à Jérusalem et elle est partie à une vitesse incroyable et ça a été filmé en fait sous 7 angles différents par 7 personnes différentes autour de Jérusalem. Moi, je me souviens de cette vidéo, je l'ai vue. Hein, je crois on est beaucoup à l'avoir vue. Hein, parce qu'on est des complotistes, donc forcément, on est inscrit sur toutes les pages ou les sites qui diffusent ce genre de contenu. Alors, tu parles de 2018, Greg. Moi, il me semble que c'est plus vieux que ça. Ça remonte à loin, en fait. Je ne sais pas si on parle de la même chose. On parle bien d'une sorte de boule au-dessus de Jérusalem qui part d'un coup comme une balle de revolver. Alors, moi, je ne sais pas si c'est celle de 2018, mais moi, j'ai souvenir effectivement d'avoir vu cette vidéo sous plusieurs angles, comme tu le soulignes. Mais c'est quelque chose qui avait été filmé dans les années 2000. Donc, ça remontait bien avant 2010. Hein. Donc, après, je ne sais pas si c'est ça dont tu parles. Parce que j'ai regardé en parallèle, si tu veux, sur l'iPhone et c'est marqué 2018. D'accord. Je crois que c'est plus vieux que ça, me semble-t-il. À vérifier. Mais bon, peu importe que ce soit récent ou pas. J'ai vu cette vidéo et c'est troublant, forcément. Alors, bien sûr, les gens pourront dire que c'est un montage vidéo, etc. En fait, il y aura toujours des choses à en dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes sceptique et que vous refusez de croire ou que vous refusez d'admettre que ça peut être vrai, que si vous êtes, voilà, vous trouverez toujours des choses à dire. Eh bien, c'est un montage vidéo, ou bien, c'est une blague faite par plusieurs personnes, ou bien ça ne prouve rien, ou bien ça, voilà. Bon, voilà. Donc, voilà. Bon, moi personnellement, je trouve ça, je peux pas me prononcer sur ce que je vois. Si tu me demandes intimement ce que j'en pense, je pense que c'est vrai. Ça me ramène à cette histoire d'OVNI, qui a été observée et filmée l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, en Turquie. Souvenez-vous. Est-ce que vous avez suivi cette affaire? C'est en Turquie, je crois, dans le sud de la Turquie, où un homme est en train de filmer un phénomène atmosphérique, enfin plutôt un ovni, alors on va dire les choses, donc une boule de lumière. Il a un objectif qui agrandit énormément. Il va agrandir, zoomer. Il doit avoir un truc énorme. Et là, on voit en fait on voit 2 personnes, on distingue plutôt 2 silhouettes dans cet ovni. Et il y a eu des arrêts sur image, il y a eu des bidouillages pour essayer on va dire, de matérialiser, de faire un meilleur rendu sur le visage. Bon, on distingue ce qu'on pourrait penser être 2 êtres exogènes, 2 stellaires, 2 extraterrestres, 2 gris, peu importe. Voilà. Et cette vidéo est assez troublante et je pense qu'elle est authentique. Voilà. Bon, c'est des vidéos comme ça, des Oui, œuvres. ça me fait rappeler au film Independence Day où il y a à peu près un même zoom en fait où on voit 2 personnages, quoi. Bon, je me souviens pas. Et j'avais fait un post justement sur Facebook sur cet événement à Jérusalem. Mais bon, je me pose la question. On sait que les Américains ont des technologies plus avancées que
que les autres pays qui font des expériences. Et si tu veux, en parallèle, mon fils, il a un drone de course. Et si tu veux, ça part vraiment très très vite. C'est-à-dire que quand il est en stationnaire et quand il va, on va dire, en full, dans le terme technique des drones, c'est similaire. Alors, c'est pas aussi gros, c'est pas une boule blanche. Les drones, on sait que si on les bidouille, ils peuvent ressembler bon, à des boules avec les LED. Mais si tu veux, j'ai fait cette parallèle parce que c'est un drone de course et en vitesse de pointe, il va à 240 km à l'heure. Le record, c'est 280 km à l'heure avec un drone de course. Donc, j'ai fait cette chose qui est similaire. Donc, je me suis posé la question, éventuellement, est-ce que les Américains n'ont pas une technologie, en fait, similaire à des drones, toi? J'aimerais intervenir, si ça ne vous dérange pas, à propos de ce que tu dis, Greg. Moi, j'ai effectivement eu plusieurs fois des observations que je ne peux pas savoir si c'est OVNI ou pas. Je ne peux pas témoigner là-dessus parce que bon, on n'a pas de recul là-dessus, ni de preuves. Mais effectivement, j'ai observé ces espèces de poules plusieurs fois dans ma vie, et notamment devant mon domicile. On était en train de discuter le soir avec des voisins lorsque nous avons vu cette espèce de sphère dans le ciel qui était illuminée par le soleil parce que c'est un espèce de métal qui réfléchit la lumière et qui donne cette impression de luminosité et qui restait là. Alors le souci, c'est qu'il n'y a aucun bruit. Aucun bruit, elle est stationnaire, elle est là, elle a l'air de surveiller quelque chose et ça ne bouge pas. Donc on observe parce qu'on a l'œil attiré sur cette lumière particulière que ça crée. Et au bout d'un moment, on a été surpris de la voir partir à une vitesse que nos yeux n'arrivaient pas à suivre et disparaître comme un éclat, comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. Et au bout de 3 reprises, elle est revenue subrepticement, elle est restée posée sans aucun bruit, sans aucune vibration, sans rien, et redisparue comme ça 3 fois. Donc voilà, ça je peux témoigner, je l'ai vu plusieurs fois, aussi au niveau de plage, chez nous, à proximité d'Arcachon, Carcan, etc. Tous les gens sur la plage ont été témoins. Après, bon, personne n'a certainement témoigné, mais nous avons été tous témoins et interloqués. Donc voilà, je souhaitais le dire parce que bon, voilà, ce sont des expériences que j'ai vécues. Et c'est vrai que des drones à cette époque-là n'existaient pas, mes enfants étaient petits. Donc déjà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, à moins que l'armée ait des technologies, comme tu le dis, qui soient beaucoup plus avancées qu'on ne le croit et qu'effectivement, beaucoup plus tôt, ils ont eu des systèmes qu'on n'a pas idée, c'est fort possible. Mais ce qui est interloquant, c'est surtout qu'il n'y a aucune vibration, aucun son, aucun quoi que ce soit dans les déplacements qui sont à une vitesse fulgurante très fluide et que l'œil humain a du mal à vraiment suivre ces appareils-là. Voilà, je vous laisse continuer. Oui, c'est vrai que les drones, bon, ils font du bruit, quoi. C'est une particularité par rapport à ces boules euh, qui font aucun bruit, quoi. Moi, pour ma part aussi, j'ai vu une apparition bizarre avec mon fils depuis ma terrasse. Donc, j'habite à Moguio, c'est très proche de Montpellier, et j'ai vu de loin euh, une espèce de forme, mais c'était à peine voyant, mais on voyait que c'était pas un nuage, une forme allongée. Donc, je sais que certains parlent de ovni en forme de cigare. Bon, un dirigeable, bon, on sait qu'il y en a de temps en temps pour faire de la pub au-dessus des garages ou autre, mais ça n'avait rien à voir avec un dirigeable, quoi. C'était quelque chose. Voilà, on n'a pas, mon fils, il a quand même 17 ans, on n'a pas réussi à définir voilà, ce qu'on voyait, quoi. C'était vraiment bizarre. Et apparemment, il y a eu des Montpelliérains qui ont vu la même chose. Très bien. Ouais, moi j'ai une question, Damian, par rapport à ton reportage que j'ai eu la chance de voir donc, au cinéma quand tu es venu sur Bordeaux. Et dans ce reportage-là, tu as essayé de prendre contact avec la mère justement de cette guide
qui n'était malheureusement pas là à ce moment-là. Et je voulais savoir si depuis ce reportage-là, tu avais eu contact avec cette dame. Alors, quand on était là-bas, on voulait la rencontrer, mais c'est là qu'on a appris qu'elle n'était pas là, donc on ne pouvait pas la contacter. Entre-temps, j'ai dû échanger deux, trois messages avec elle, mais des messages très… je ne suis pas rentré dans une sorte de questions-réponses. Je n'ai pas essayé de poursuivre d'investigation D'accord. parce que je n'ai pas envie que ça se fasse par écrit, enfin, à distance comme ça. J'ai plutôt, on va dire que je l'ai contacté déjà pour lui dire que j'étais impatient de la rencontrer, hein, puisque je lui ai dit que je me présenterai sûrement au Pérou l'année prochaine dans le but de tourner un nouveau film documentaire. C'est un projet, ce n'est pas une certitude. Tout dépendra si nous rencontrons les bonnes personnes qui acceptent de se confier aussi. Il y a quelque chose d'intéressant à en tirer. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas encore certain qu'un film puisse se faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je retournerai là-bas. Je lui ai dit que j'espère la rencontrer. Elle a aussi hâte de me rencontrer. Elle n'a pas vu le film documentaire à son grand regret pour le moment parce qu'il est simplement en ce moment en traduction. Alors, il a été traduit, mais il faut que je monte les sous-titres, etc. C'est un peu long et puis je fais tout seul, donc c'est pas simple. Du coup, voilà. Moi, je sais que j'avais, avant d'être en contact avec Martina Mamani, donc ça fait, on va dire, c'est très récemment que je suis en contact avec elle, puisque avant je passais par Gry Vanessa. J'ai envoyé des messages à Gry Vanessa et elle les transmettait à sa maman qui était à côté ou qui était, peu importe, quand elle était à côté. Et plusieurs fois, j'ai envoyé des questions à Gry Vanessa pour lui dire est-ce que, puisque nous étions en contact indirectement, Martina et moi, via sa fille, je demandais souvent est-ce que tu peux dire à ta maman, comme je l'ai dit, on en avait parlé, je crois, au cinéma du Hayan, est-ce que tu peux le demander à ta maman, lui montrer les images et dire est-ce que ça ressemblait à ça, est-ce que la pierre était comme ça, est-ce que… Voilà. Bon, c'est un peu le retour de Martina Mamani qui nous a permis d'arriver un petit peu au plus près visuellement de l'illustration de ces êtres, etc. Même si peut-être on est encore loin de la vraie forme, de l'image, de l'apparence qu'ils avaient. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Martina Mamani avait 6 ans à cette époque-là et qu'aujourd'hui, Martina Mamani a notre âge, hein, tout simplement. Donc, c'était il y a longtemps. Donc, voilà, donc elle a peut-être un souvenir un peu flou de leur visage, peut-être un peu déformé, hein, si ça se trouve. Mais en tout cas, voilà, Martina sait que, enfin, je sais que je peux compter sur elle. Elle sait que notre démarche est bienveillante, mais c'est vrai que les échanges qu'on a eus concernaient assez bizarrement, pas du tout l'affaire de Rakshi, mais je ne sais pas, quelqu'un qui parle en même temps. C'est Mia. Oui, effectivement. Non, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc non, les discours qu'on avait avec Martina, le peu d'échanges qu'on a eu portaient sur la Pachamama. C'est-à-dire que Martina, c'est très étrange parce que je lui ai parlé comme si je la connaissais ou comme si je m'adressais à quelqu'un qui était capable de me comprendre, de comprendre les mots que j'allais utiliser. Voyant, on va dire, sachant que c'est une femme qui est dans le développement personnel, qui est dans, on va dire, la pratique des valeurs traditionnelles chamaniques, j'ai on va dire, le vocabulaire et le ressenti pour avoir un discours d'âme à âme avec elle. Et je pense que n'importe qui d'entre vous aurait le même discours. Et je lui ai dit à Martina, je lui ai envoyé un message du style écoute, je suis très content d'avoir eu le témoignage de ta fille. Alors, je suis passé par Google Translate parce que je suis une bille en espagnol, j'apprends l'espagnol en ce moment. Et je lui ai dit, voilà, j'espère que je vais te rencontrer, j'ai vraiment hâte de te voir. On a plein de choses à se dire parce que, en fait, bon, j'ai des choses en commun avec Martina dont je ne parlerai pas publiquement, mais j'ai vécu des choses similaires, etc. Et du coup, je lui ai, par l'intermédiaire de Gry Vanessa, je lui ai parlé un peu de ma vie à Martina Mamani pour la mettre en confiance par rapport à l'individu qu'elle avait en face d'elle. Parce qu'elle peut très bien se dire, bon, si ça se trouve, c'est des farfelus qui veulent se foutre de moi ou qui vont faire un documentaire pour me discréditer ou qui vont se moquer de moi. Mais étrangement, Martina Mamani n'a montré aucun doute. Elle n'avait pas du tout de peur ou d'appréhension, contrairement à moi, par exemple. Vu que je suis souvent attaqué, quand quelqu'un commence à me contacter sur Internet pour me dire, pour me poser des questions, machin,
tout de suite, j'ai la réactivité de me dire est-ce que c'est pas un mec un peu tordu qui essaye de me chercher des poux dans la tête ou qui va se foutre de ma gueule, etc. Bon, je suis sur la défensive un peu et c'est normal. Mais elle, en fait, non. Et du coup, malgré l'approche que j'ai eue avec elle pour lui dire que j'étais entièrement, on va dire, content d'avoir son témoignage et que bah, je la croyais parce que je veux qu'elle sache que moi, je crois à son histoire et j'y crois. Donc, voilà. Eh bien, on a eu cet échange lié à la Pachamama. Et elle m'a dit clairement qu'il y avait des grandes choses qui étaient en train de se faire en ce moment sur Terre, qu'il y avait des grands changements. Et voilà, et elle en est consciente. Elle sait qu'il est en train de se passer des choses d'un point de vue de la conscience humaine, donc de la Pachamama, qui est liée à l'être humain. Et dans ses propos, il est évident qu'elle y contribue, ou plutôt qu'elle y participe. Elle fait partie de ce truc-là. Voilà, de par son approche chamanique ou peu importe. Mais en tous les cas, Martina Mamani en sait beaucoup plus que ce que sa fille nous a dit et a vécu beaucoup plus de choses que ce que nous avançons dans le documentaire. Et ça, c'est mon intime conviction dans les quelques échanges que j'ai pu avoir avec elle. Donc, je pense qu'en se rencontrant physiquement, et quand elle aura vu le film documentaire et qu'elle mesurera l'impact que ça peut avoir, cet impact du pourquoi pas, je le redis encore une fois parce que c'est important, c'est d'ouvrir la conscience aux gens sur éventuellement des possibilités et pas leur dire oui, il y a des extraterrestres qui nous visitent et c'est ci et c'est ça, voilà, etc. C'est le pourquoi pas. Je crois que Martina Mamani, on va dire, entrevoit et embrasse cette démarche. Et vraiment, et elle m'a remercié. Et voilà, donc je sais qu'il y a un bon feeling et je sais qu'elle nous attend pour une rencontre. Et je pense qu'on aura des très, très belles surprises puisque Martina sait où sont localisés les sites, les lieux qui sont abordés dans le documentaire. Le crash de cette météorite qui a soulevé le sol ou qui a fait un cratère à côté. Elle sait où s'est déroulé l'atterrissage de cet appareil qui a rendu fou des gens au point que certains se soient suicidés, comme vous l'avez vu dans le documentaire. Donc, je pense qu'on aura la chance, ou j'aurai la chance, parce que je ne sais pas encore avec qui je vais partir et comment ça va se passer. En tout cas, je suis sûr que de belles choses vont s'ouvrir et que Martina va me permettre peut-être d'accéder aussi à d'autres personnes, d'autres témoins qui pourraient être, on va dire, des éléments clés dans cette histoire, dans cette affaire de Rakshi, quoi. Voilà, alors excuse-moi Olivier pour la réponse qui était un peu longue, du coup, parce que je me suis emballé comme d'hab. Désolé. Non, mais en plus, dans ta réponse, tu évoques certaines choses, le lien que tu as avec elle justement en discutant. Et ça me rappelle un peu un truc que tu avais dit là-bas, puis on en avait évoqué vite fait ensemble la dernière fois, que c'est que tu as eu des expériences similaires aux siennes, on va dire, pour rentrer dans les détails. C'est qu'il y avait des personnes qui étaient derrière toi et qui, voilà, d'où le lien, je pense. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu, mais voilà. Je pense que ça peut aider si tu as été là-bas et que tu es tombé sur sa fille qui t'a raconté ça et tout. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a des choses à découvrir encore, quoi. Je ne me pose plus vraiment cette question. Moi, je ne fais plus attention à tout cela. Au début, j'ai été avec le film L'autre terre des dieux. Ça a été vraiment ça, une synchronicité exceptionnelle, quelque chose à vraiment, mais bon, voilà, ça ne s'explique pas. Il y a quelque chose qui nous met sur une voie ou qui nous fait prendre une voie, qui nous fait rencontrer les bonnes personnes. De par mes propres expériences autour du monde, il m'est arrivé des choses où j'ai failli vraiment avoir des moments très difficiles où ça aurait pu très mal se passer. Et je sens que bon, j'ai toujours eu de la chance quelque part, où j'ai eu toujours des belles opportunités, où en étant droit et réglo dans mes convictions et dans mes démarches, eh bien, des choses positives se produisaient. Donc, je suis, on va dire, j'ai assez bon espoir pour que cette affaire nous apporte soulève plutôt des révélations incroyables, extraordinaires. J'espère vraiment, même là au fond de moi, je vous le dis, j'espère qu'il va se passer quelque chose. J'en parlais avec Elisabeth de Caligny il y a quelques jours, je l'ai eu au téléphone, on s'appelle très régulièrement, parce qu'elle a vu Rakshi justement, elle a énormément apprécié le témoignage, ça l'a vraiment touché, puisque Elisabeth a écrit son livre que je prends toujours en référence, Contact avec des humains d'outre-espace, parce qu'on a beaucoup parlé des apous avec Elisabeth, entre nous, et je disais à Elisabeth, tu sais Elisabeth,
si notre démarche, parce qu'on parle toujours entre nous, si la tienne comme la mienne est juste et honorable, si cette démarche est sincère, si cette démarche a un but qui est profondément et se veut être profondément positif pour l'être humain, pour son développement personnel, pour sa compréhension de son univers, pour son ouverture d'esprit, sa spiritualité sur son monde et d'autres mondes, eh bien, j'espère qu'il se passera quelque chose parce que c'est le moment maintenant ou jamais. J'espère qu'il va se produire quelque chose quand je retournerai au Pérou, quelque chose que je pourrais mettre à l'image et que je pourrais, on va dire, montrer. On va dire c'est quelque part mon rêve le plus fou. C'est-à-dire que moi-même, ayant été témoin de certaines choses, je ne peux pas les prouver, ces choses. Je n'ai pas de preuves, d'images. Mais si j'avais la possibilité de rapporter des images d'un témoignage ou d'une rencontre extraordinaire, pour moi, ça serait super. Alors bien sûr, ça ne changerait rien pour les sceptiques qui continueront de croire qu'il n'y a rien qui est vrai, que de toute façon, des gens ont été engagés comme des acteurs pour ceci, pour cela. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas l'important. L'important, c'est de pouvoir toucher des gens, on va dire, des gens qui sont peut-être entre les deux, qui doutent, et leur faire comprendre que essayer de penser un petit peu plus au vrai plutôt qu'au faux, parce que bon, il y a des gens comme moi qui ont vécu des choses, qui ont vu des choses, comme Joe a vu des choses, comme Evelyne a vu des choses, comme la plupart d'entre vous ont été témoins de certaines choses. On a l'intime conviction qu'on n'est pas seul dans l'univers et sur Terre. On le sait, on le sent, enfin, on sent en nous, quoi. Même si on a des vidéos qui nous le prouvent ou pas, parce qu'il y a des vidéos sûrement qui sont fausses, où il y a des fakes, il y a des fraudes, etc. Nous, on le sait qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà, et c'est un ressenti. C'est en nous, quoi. Voilà, donc on aimerait que les gens s'ouvrent un peu à d'autres éventualités. Donc, bon. Merci pour ta réponse. Bonsoir Deman. Alors moi, ce n'est pas vraiment une question que j'ai, mais c'est surtout une interrogation. Bon, parce que je crois fermement au phénomène depuis mon enfance, mais si on part du principe qu'ils existent, quelle serait l'intention? C'est ça qui me chagrine. Pourquoi? Parce que bon, j'ai eu la chance de faire partie d'une association ufologique, une petite année en Belgique, où on travaillait pour faire, on faisait des observations et des investigations. C'était à côté à Tihange, la centrale nucléaire de Tihange, non loin de Liège. Et par rapport à toutes ces investigations qu'on a pu faire durant une année, on s'est aperçu qu'il y avait une très très forte activité autour de ces centrales nucléaires. Donc, je vais résumer un petit peu tout ce qu'on a fait durant cette année, mais c'est ce qui est ressorti un peu de toutes nos observations. On a pu constater qu'il y avait une très très forte activité, tout au moins, autour de la centrale nucléaire de Tihange. Donc moi, c'est une interrogation quant à savoir quelles seraient ou quelles sont leurs intentions. Voilà, et oui. Donc, en fait, on établissait des rapports, mais en étant le plus objectif possible, car bon, il n'était pas question de spéculer, de dire d'où ils viennent, voilà, mais tout simplement d'écarter le phénomène humain ou l'intervention humaine. Voilà. Donc, on faisait des investigations et on créait, on rédigeait des rapports avec le plus d'objectivité possible. Donc, c'est ça qui me chagrine un petit peu et qui m'interpelle, c'est quelles seraient leurs intentions. Alors, mon avis personnel, après chacun pourra partager son ressenti, c'est que leurs intentions sont principalement axées sur eux-mêmes. Je ne dis pas qu'ils sont fermés aux êtres humains ou quoi que ce soit. Je dis que s'ils sont là avant tout et qu'ils font les choses dans leur coin ou qu'ils sont, on va dire, qu'il n'y a pas de contact officiel établi, c'est que quelque part, ils sont ici pour œuvrer dans leur propre intérêt avant tout. Alors, le fait d'œuvrer pour son propre intérêt ne veut pas dire qu'on est hostile, méchant ou qu'on rejette l'autre, mais simplement que voilà, ils sont là pour leurs propres intérêts. Alors, après, les raisons, comment savoir, je ne sais pas. Si vous avez creusé un petit peu le dossier ufologie, etc., bon, il y aurait eu des contacts, alors je parle toujours au conditionnel, entre des présidents à l'époque, le fameux Eisenhower, n'est-ce pas? Il y aurait eu des contacts avec des stellaires qui seraient venus les mettre en garde sur tout ce qui était nucléaire, etc., etc. Alors peut-être qu'ils sont là pour administrer de loin, voir ce qui se passe sur la planète Terre avec les humains, etc., mais d'un autre côté, ils n'auraient pas forcément besoin d'être sur Terre, entre guillemets, pour nous observer de loin ou nous regarder. Je veux dire, peut-être que ça se trouve chez nous, ils peuvent nous voir à des millions de kilomètres, des millions d'années-lumière. Ils ont comme une sorte de smartphone ou un écran, puis ils peuvent voir les gens chez eux dans leur intimité. Ça se trouve, peut-être que sans le savoir, imaginer
Imaginez qu'il y a des écoles avec des millions d'étudiants sur des grands écrans qui voient en fait les humains dans leur vie de tous les jours, ce qu'ils font. Alors, ça implique tout, hein, dans leur intimité et tout. Bon, ça peut faire rougir un peu, on se dit merde, on a honte de nous, tu vois, dans notre façon de faire les choses, hein, je veux dire, mais je pense sincèrement que ça se produit en fait, que c'est le cas. Voilà, ça me fait penser un peu au livre de Bernard Werber qu'il avait fait sur le livre Nous les humains. Il avait écrit un livre Nous les humains et il avait eu une sorte de film là-dessus, Nous les humains, etc. Bien, je crois qu'une intelligence, on va dire exogène, nous étudie ou nous a étudié ou continue de nous étudier. Et je ne serais pas étonné que ce qui se passe ici soit, on va dire, retransmis très loin, à des années-lumière, et peut-être que le comportement humain on va dire, est analysé pour peut-être d'autres colonies d'humains qui vivent ailleurs, on ne sait pas. Hein. Moi, je ne sais pas, j'en sais rien. Nous serions capables de faire dans une centaine d'années ou plusieurs centaines d'années en créant la vie sur une planète et en allant discrètement surveiller son évolution. Bon, on peut tout imaginer. Vous savez, avec ce qui est en train de se passer avec le programme SpaceX d'Elon Musk, hein, avec les satellites qu'on a mis dans l'atmosphère, imaginez s'il y a 20 ans, on nous aurait parlé de ça. Il y a 20 ans, on nous aurait dit, à l'époque où Internet n'existait pas, il y a 20 ans, ce concept nous était complètement étranger. Alors, peut-être pas il y a 20 ans, peut-être plus que ça même. On va remonter, allez, en 1982. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, des fois, vous vous imaginez revenir dans le temps. Je suis sûr que des fois, vous avez cette idée un peu fantasmagorique de vous dire « J'aimerais bien revenir dans les années 80 » parce que quelque part, c'était une belle époque finalement, les années 80. Il y avait cette insouciance encore. Il n'y avait pas encore cette crise. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, voyez. Il n'y avait pas toute cette perversion encore. Il y avait cette naïveté dans les années 80, quelque part, qui nous rend nostalgiques à tous les niveaux, que ce soit dans l'art, dans la musique, même dans ces vieilles émissions qu'on regardait dans les années 80 avec des Jean-Claude Bourret, des comment il s'appelle, celui qui faisait l'émission, là, Christophe de Chavannes, vous savez, où il a fait encore des débats très mouvementés, etc. Bref, on s'est tous imaginé, peut-être récemment ou pas, revenir dans les années 80 et se dire, si jamais je pouvais revenir dans les années 80 et parler avec des gens de ma famille, mon père, ma mère, sans qu'ils sachent que c'est moi, ou à des penseurs, des philosophes et tout, qu'est-ce que je leur dirais? C'est quoi le message que j'aimerais leur délivrer? Qu'est-ce qui me semble être nécessaire de leur dire? Et je suis sûr que chacun d'entre nous aurait cette volonté de changer ce présent-là qu'on a là, en essayant d'influencer des personnes dans le passé, en leur disant, bah voilà, il va y avoir une crise majeure, plusieurs crises économiques majeures, il va y avoir cette histoire de Covid en 2020. Alors imaginez quand on était en 1980, si on vous parlait de 2020, en 1980, si on parlait de l'an 2000, comme tous, on voyait les voitures volantes, on se voyait habiter sur la Lune ou sur Mars, etc. Donc imaginez 2020, imaginez, je reviens en 1980 avec ce smartphone et je leur montre avec fierté l'être humain, ce qu'il a accompli. Vous voyez, maintenant, on peut se parler de n'importe où dans le monde grâce à ce smartphone. On peut se parler, se voir, etc. Imaginez ces yeux pétillants que vous apporteriez à ces esprits de ces personnes des années 80. Et puis en même temps, vous auriez envie d'aborder le côté un peu plus sombre de ce futur, à savoir une crise pas forcément économique, on s'en fout finalement, mais une crise écologique très grave, le début de l'extinction des espèces encore vivantes, la disparition de certains tigres, etc., d'animaux qui ces dernières années ont disparu. On voudrait leur parler des océans qui sont remplis de plastique, on voudrait leur parler de la déforestation de l'Amazonie. Bon, on aurait aussi envie de leur parler de tout ce qui nous semble aujourd'hui être un peu le caillou dans la chaussure de cet avenir radieux qu'on aimerait avoir finalement. Et quelque part, on aimerait leur dire comment on aimerait trouver une solution, une graine à ces jeunes générations dans leur tête, leur ainsi une graine pour leur dire imaginez que ce que vous allez faire aujourd'hui en 1980 va construire ce monde de 2020 d'où je viens. Et que ce monde, eh bien, il possède son lot de malheurs et c'est un monde de mauvais augure par rapport à ce qui va nous arriver. Imaginez qu'on pourrait le faire.
Imaginez donc le message qu'on devrait ou qu'on pourrait avoir vis-à-vis de nous-mêmes ou de notre famille. Eh bien, imaginons maintenant que ces extraterrestres, ces stellaires, et ça c'est une hypothèse qui a été émise par beaucoup d'auteurs, même de scientifiques qui s'intéressent au phénomène OVNI, il ne serait pas impossible que certains de ces stellaires soient des versions de nous du futur qui revenons dans le passé pour peut-être essayer de limiter la casse ou de changer les choses. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Et je crois que d'ailleurs, Einstein l'a dit, les extraterrestres sont des terriens qui ont 20 000 ans d'avance, qui reviennent dans le passé. C'est vraiment une hypothèse qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Une hypothèse sur certaines, on va dire, entités qu'on identifierait comme potentiellement pouvant être des humains venant du futur. Sachant que si on s'intéresse encore une fois au dossier OVNI-UFO, il y aurait une 60aine de races qui nous visitent, etc. On voit dans le livre d'Éric Zucker, Apparition humanoïde. Alors, c'est un livre que j'ai, mais il est dans la salle à manger. Il y a énormément de témoignages d'êtres différents physiquement. Hein. Ça va du petit gris au grand poilu, ou au petit lutin, ou à celui qui a des ailes de fée, ou celui qui a les bras un peu longs comme un singe, à celui qui ressemble au bonhomme Midas. C'est hallucinant. Depuis les années 80, toutes les descriptions qu'on a de rencontres d'OVNI, d'extraterrestres. Voilà. Là, j'en parlais avec ma maman au téléphone il y a 2 jours, puisqu'elle a suivi la conférence, elle a suivi la vidéo que j'ai mis en ligne récemment sur la cité de Denrikuyu. J'arrive pas à le dire, donc je dis Denrikuyu. J'ai un problème d'orthophonie sur ce nom. Et elle me disait, mais elle hallucinait, elle disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de petits êtres en Inde qui ressemblent à des sortes de petits lutins, etc. Je dis, bah oui, maman, il y a des gens qui prétendent en Inde, en Asie, en Russie, dans le Caucase, ou même en Amérique du Sud, avoir vu et voir encore de nos jours des sortes de petits lutins, des petits bonhommes de 40 cm, etc. Il y a des photos très troublantes. Alors des fois, on ne sait pas si c'est vrai, des fois, on ne sait pas si c'est du fake et tout, mais il y a des choses des fois qui sont troublantes et dérangeantes quand on commence à chercher, qu'on voit des images et des vidéos. Bon, bref, on ne sait pas si c'est vrai. En tous les cas, il y a énormément de gens qui rapportent voir des petits lutins. Moi, je connais, du moins, j'ai rencontré des gens qui m'ont certifié avoir vu des géants, être entré en contact visuel avec des géants. Et quand j'étais au Pérou, j'ai rencontré un couple de touristes qui étaient complètement bouleversés, hein, qui m'ont certifié droit dans les yeux, la sueur sur le front, les yeux complètement, les pupilles dilatées, la voix oppressée, qu'ils venaient de voir dans les montagnes alors qu'ils se promenaient, un petit lutin qui les regardait dans un buisson. Et je ne vous parle pas d'un nain, je ne vous parle pas d'un pygmée, je ne vous parle pas d'un lilliputien, je vous parle d'un petit bonhomme grand comme ça, avec une sorte de barbe longue et avec un chapeau, avec une sorte de coiffe. Donc, ce couple de jeunes gens, en plus, qui n'avaient pas l'air du tout branchés sur ce genre de sujet, était visiblement traumatisés parce qu'ils me disaient qu'ils ont vu ça, quoi. Et ils n'en revenaient pas. Ils se disaient, mais comment c'est possible ? Ils étaient en train de marcher et dans le buisson, quelque chose était en train de les regarder. Ça bougeait, ils ont regardé. Là, ils ont vu ce petit bonhomme qui était en train de les regarder comme ça. Et ce petit bonhomme s'est mis à cavaler en partant en courant, mu par la peur, bien entendu, parce que l'être humain, quand même, on est un petit peu dangereux. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. On a tendance à tirer sur tout ce qu'on voit. Donc voilà, pour moi, et je le dis bien pour moi, il y a encore, à l'heure où je vous parle sur Terre, des petits lutins. J'y crois, mais dur comme fer. On a retrouvé des momies aux États-Unis de momifiés de petits êtres. Je parlais récemment avec Sylvain Bérubé. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Sylvain Bérubé. Je vous invite. Oui, pardon. Allez-y. Les momies de Nazca, vous avez entendu parler? Oui, je vais finir et je vais en parler après, oui, si vous voulez. Très bien. Sylvain Bérubé, c'est une personne avec qui je suis en contact en ce moment. Je vous conseille de taper dans YouTube Sylvain Bérubé momie. Sylvain Bérubé, alors a priori, si vous êtes plutôt à faire un rejet et que
n'êtes pas ouvert d'esprit, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Qu'est-ce que c'est que ce mec qui nous présente une momie de Jésus-Christ? Non, mais je vous assure, sur le coup, j'ai eu du mal à y croire. Et j'ai eu cette personne au téléphone, donc Sylvain Berubé, qui vit à Québec, au Canada, qui m'a dit, voilà, il y a quelques années, j'ai acheté une momie à un collectionneur. Ce collectionneur est une personne qui a voyagé énormément dans le monde, qui est très riche, très aisé, et qui a passé toute sa vie à acheter des œuvres d'art ou des œuvres, ou plutôt des artefacts, des pièces archéologiques, on va dire sous le manteau. Et il me dit, j'allais le voir régulièrement, et un jour, cette personne, j'étais dans sa galerie où il a toutes ces pièces qu'il garde secrètement, qu'il ne veut pas montrer, toutes ces pièces. Eh bien, cette personne lui présente un personnage de 50 cm à peu près, qui a l'anatomie d'un être humain, mais comme s'il avait été réduit. Donc, ce personnage fait 50 cm, et ce personnage est crucifié sur une croix, comme le Christ. Il a une couronne d'épines, il a une pagne. C'est une représentation du Christ, mais en version 50 cm. C'est complètement dingo. Et cette personne a procédé à une analyse d'un morceau de la pagne de ce petit être, et cette analyse fait remonter la datation du tissu. Attention, du tissu, parce qu'il n'a pas fait d'analyse sur la momie. Ce tissu remonte à moins 5000 ans, c'est-à-dire officiellement 3000 ans avant officiellement, on va dire Jésus-Christ, 3000 ans avant notre ère. Donc, je disais à Sylvain, donc il m'a montré, il a mis en ligne une vidéo qu'il a filmée, etc. Je pense, en ayant parlé avec lui, qu'il est convaincu de sa momie. Je pense que sa momie est vraie aussi. On voit les détails, on voit les côtes, on voit les cheveux et tout. C'est assez troublant, c'est très troublant. Donc, Sylvain Berubé. Je pense qu'Evelyne, tu pourrais même lui l'inviter à prendre la parole. Oui, ça serait super intéressant. Je l'ai noté. Et donc, Sylvain Berubé m'a dit, écoute, Damian, il faut que tu viennes au Canada pour filmer cette momie et la voir parce que il faut que je la vende. Il faut que je m'en débarrasse parce que j'ai besoin d'argent. Il veut s'en débarrasser de sa momie. Et il m'a dit, il a potentiellement quelqu'un qui veut l'acheter. Et il m'a dit, je l'aurai peut-être plus, donc il faut que tu viennes la filmer avant qu'elle disparaisse, avant que je ne l'ai plus. Et il m'a dit, je suis même prêt. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, je suis même prêt. Ouais, il m'a dit, je suis même prêt à te payer le billet d'avion pour venir au Canada pour filmer la momie, pour vous dire à quel point il est convaincu de sa découverte. Et sa démarche me paraît réellement sincère et je pense qu'il croit en ce qu'il dit. Et pour avoir vu la vidéo, eh bien, je pense que c'est vrai. Je dis bien, je pense, je ne peux pas l'affirmer, bien entendu. Donc, pour en revenir à ce que disait Sandrine, effectivement, l'affaire de Nazca et des momies avec Thierry Jamin, Thierry était venu déjà aussi à plusieurs reprises, je crois, présenter la… Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, il est venu une fois. On a été ravis de l'accueillir au cinéma du Haillan sur Bordeaux et de pouvoir découvrir son dernier film également, Inca Amazonia, sur la cité de Paititi, dont ils étaient en train du moins de préparer l'expédition plutôt, pour pouvoir découvrir plus amplement cette cité extrêmement compliquée pour y accéder. Donc, depuis, nous attendons de ces nouvelles. Et puis, avec le problème actuel, je pense que tout a été malheureusement retardé. On aura des infos en temps voulu. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement passionnant aussi et, voilà, alors, et qui m'interpelle. Pour répondre à Sandrine, moi, les momies de Nazca, je fais partie des gens qui croient fermement à la véracité de ces momies. Parce que j'ai confiance en Thierry, parce que de mon feeling, je pense que c'est une personne sincère. Je dis je pense parce que, encore une fois, Thierry, je ne le connais pas depuis 20 ans, je le connais depuis 3 ans, 4 ans. Ça fait depuis l'affaire des momies qu'on parle, on va dire, de temps en temps, qu'on a amené à échanger. Toutes les fois où je l'ai vu, je l'ai rencontré, les discussions téléphoniques que j'ai pu avoir avec lui, je sais que c'est une personne qui est sincère dans ce qu'elle fait. Je sais que c'est une personne qui est convaincue de la légitimité de cette entreprise. Et donc, je doute qu'elle se fourvoie. Je pense, alors, si elle est trompée, en tout cas, ce n'est pas lui qui se trompe ou qui trompe les gens. Il peut être trompé, on peut tous être trompés. Mais en tous les cas, j'ai eu la chance d'aller voir ces momies en 2017, l'hiver 2017. Et ça m'a pas laissé indifférent. Ça m'a pas indisposé,
mais ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué vraiment. Et quand on est marqué comme ça, quand on a ce petit arrière-goût dérangeant, vous voyez, ça dérange, c'est qu'il y a quelque chose quelque part, vous voyez. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est maquette, modélisme, etc. Je ne suis pas un passionné, mais bon, je suis dans l'image, donc forcément, dans les effets spéciaux, etc., j'aime beaucoup m'intéresser à tout ça. Bon, et pour avoir vu ces momies, les avoir tenues dans la main, pour avoir senti le côté très compact, très dense de ces momies, pour avoir touché, enfin senti cette peau en fait froide, semblable à la peau d'une personne décédée. Hein, c'est vraiment ça que j'ai comme sensation. J'ai pas eu dans les mains un objet qui me semblait être frais comme du caoutchouc, du plastique ou peu importe, malgré la couche de diatomine qu'il y avait dessus. Non, j'avais dans les mains un corps qui était mort en fait. J'avais un corps décédé. C'est ça qui m'a troublé et c'est pour ça que ça m'a dérangé. Parce que mon corps tout entier, ma raison me laissait penser que j'étais devant un cadavre. Parce que ce sont des cadavres, il faut ramener les choses à leur… Voilà, j'avais un cadavre dans les mains de 60 cm. Et puis après, quand ils ont sorti Maria, qui fait 1,70 m, j'étais face au cadavre d'un être momifié. Voilà, un être qui avait probablement vécu à une époque extrêmement reculée. Hein, c'est même sur un village qui a la datation. Et ça m'a dérangé, ça m'a troublé. Parce que ça nous met, comme je disais tout à l'heure, face à la mort quelque part. Vous voyez, c'est la mort en fait. Vous êtes face à la mort, quoi. Et quand on est face à une sorte de fraude, à quelque chose de reconstitué, quand il y a quelque chose, il y a un montage, parce que ça laisse des traces, un montage. Il faut qu'il y ait des ouvertures, il y a des parties qui sont à l'air libre. C'est pas comme c'est n'importe quel objet que vous façonnez, que vous créez pour l'assembler. Il faut qu'il y ait des choses pour raccorder. Un smartphone qui est compact, il y a des vis. Bon, sauf tout ce qui est minéral, qui est fait d'un bloc, c'est pas le cas. Mais tout ce qui est montage, tout ce qui est fraude, c'est des choses qui sont emboîtées les unes dans les autres. Il n'y a qu'à voir, il y a des radiographies qui ont été faites, des scanners 3D. Il y a quelque chose à l'intérieur de tout ça. Donc, il a fallu les mettre si on a fait une fraude. Et moi, quand j'ai eu ces choses dans les mains, c'était des corps entiers dans leur intégralité. Rien ne me semblait avoir été rapporté. Il y avait une sorte d'ensemble qui faisait que j'avais face à moi des corps, des cadavres. Voilà, c'était des cadavres. Voilà. Merci. Et donc, pour finir sur ces histoires de petits êtres, donc je vous le dis de vous à moi, je suis intimement convaincu qu'effectivement, pour fermer la parenthèse sur les petits êtres, qu'il y en a qui continuent aujourd'hui de vivre. Je suis persuadé qu'il y a encore des géants qui subsistent dans des régions très élevées des Andes, qui continuent, qui se cachent, qui sont entre eux. J'en suis convaincu. J'ai parlé avec des Péruviens qui en avaient vu, et pourtant on n'était pas énormément éloignés, on va dire, on était plutôt proche de la civilisation, malgré qu'on était à proximité d'un village, etc. On n'était pas perdu dans la cordillère des Andes, etc. Donc je suis persuadé de tout ça. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention, mes convictions se basent sur cette mécanique que mon esprit a à interpréter et à entendre ce que je vois, observe et ce dont on me témoigne, avec les références que j'ai moi en tant que témoin déjà oculaire de phénomènes et aussi témoin de phénomènes, de faits qu'on m'a rapportés ailleurs dans le monde sur d'autres sujets. Il y a un ensemble de faits pour moi qui ne peuvent pas qui trahissent une réalité plutôt, et qui ne peuvent pas être frauduleux, qui ne peuvent pas être faux. Je ne suis pas quelqu'un qui va rejeter le phénomène OVNI, bien au contraire, vous l'avez compris, je crois à tout cela, et c'est pour ça que j'essaye de trouver des éléments qui peuvent amener les gens à penser qu'il y a une vérité derrière tout ça. Voilà. Ok. Est-ce que je peux faire une intervention là? On m'entend là? Vas-y. Oui. Oui, moi je reviens sur la question concernant les soucoupes volantes qu'on voit autour des centrales nucléaires. Le pourquoi du comment, là. Si effectivement nous avons des entités extraterrestres qui nous observent depuis longtemps, elles observent notre évolution. Donc à partir de 1945, ils ont vu, ils ont compris qu'on était capable de construire des bombes atomiques.
et ensuite des bombes à hydrogène. Ils savent que tôt ou tard, on sera capable de construire une nef interstellaire. On a été sur la Lune, d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi on s'est arrêté, mais notre physique actuelle avance à grands pas. Et on n'est pas loin, je pense, dans 10, 20, 30, 100 ans, de construire un moteur interstellaire. Je ne sais pas comment il fonctionnera, mais on va découvrir comment il va fonctionner. Ce sont des voyages qui vont au-delà de la physique actuelle, mais les extraterrestres savent que si on continue à évoluer dans la recherche physique fondamentale, on va y arriver. Donc, je comprends qu'ils ont peur. S'ils viennent pour nous aider, ils viennent aussi pour se défendre. Ils ne vont jamais permettre que l'humanité s'embarque dans une fusée interstellaire avec des bombes atomiques. Donc, je pense qu'ils surveillent de très près notre évolution, notre production d'énergie nucléaire, qu'elle soit pour faire de l'électricité ou des bombes, pardon. Oui, c'est la même chose, bombes et tombes, ça va ensemble. Mais ce que je vous dis, je le dis à ma façon, c'est un chercheur américain qui était il y a 2 ans à Barcelone à une conférence sur ces sujets, qui en a beaucoup parlé mieux que moi. Mais je pense que c'est là une des raisons pour lesquelles on le voit souvent autour des sites où il y a des missiles nucléaires, autour des porte-avions nucléaires, autour des centrales nucléaires. Voilà, je voulais rajouter ça au cas où vous ne le sauriez pas. Et alors, Joseph? Et également aussi, à côté de bases militaires importantes aussi, surtout aérospatiales. Enfin, les bases militaires, les avions militaires, des choses comme ça. Nous qui sommes à proximité, je peux vous dire que c'est fréquent que c'est survolé et surveillé. Ça, c'est certain. Alors justement, ça fait rebondir sur cette célèbre affaire où aux États-Unis, un missile, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, a été capable de désactiver, enfin un OVNI a été capable de désactiver 150 missiles dans une base américaine. Tout à fait. Je crois que l'ex-colonel s'appelait Robert Callas, je crois. Et enfin, j'ai eu la chance, on a eu la chance de pouvoir le rencontrer dans le Var en 2018. Il avait été invité par la CIROPS Sciences et il nous a fait part de son témoignage où comment ça s'est déroulé, comment l'OVNI a pu désactiver en 1 minute ou 2 150 missiles. Donc on voit un petit peu peut-être une certaine inquiétude de la part de ces êtres vis-à-vis de notre développement qui peuvent être destructeurs vis-à-vis de leur développement à eux. Voilà, tout simplement. Est-ce que, Pardo, tu peux nous expliquer ce que t'a dit cette personne, la manière dont se seraient pris cet OVNI, peu importe, pour désactiver ces 150 missiles? Est-ce les militaires ont apporté une réponse à ça? Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'on sait? Non, ça a été le blackout pendant un certain temps. Les militaires ont perdu le contrôle des missiles, ils ne pouvaient rien faire. Voilà, il ne pouvait rien faire. Enfin, ce qu'il nous a expliqué, parce qu'il était en compagnie de Jean-Pierre Petit, qui s'intéresse beaucoup à ce phénomène, donc ils ont fait une conférence tous les deux. Et pour résumer, c'est un militaire de surface, parce que forcément le système de commandement était souterrain, cet ex-colonel, sous terre. C'est un gardien un petit peu de cette base qui a vu cette OVNI apparaître dans cette et donc forcément il a alerté le centre de commandement et en 1 minute ou 2 il a désactivé tous les systèmes d'armement des missiles. Donc forcément sur cette base plus personne ne comprenait, personne n'a compris comment cet objet a pu désactiver ces missiles. Et ensuite ce colonel a essayé un petit peu quelque part de divulguer cette histoire, mais je crois qu'à l'époque, la CIA a un petit peu étouffé ou, étouffé cette affaire. Donc, c'est en gros ce qu'il nous a expliqué, mais on peut s'apercevoir aussi que par rapport à son témoignage et par rapport à ce que j'ai lu dans les articles, parce qu'il y a eu énormément d'articles qui ont été écrits, qu'il y a quand même une divergence dans ce qui s'est passé, quoi, hein. Donc, on a eu la chance d'avoir son témoignage. Bon, je vous fais un gros résumé de ce qui a pu se passer. Mais bon, il a essayé tout au moins, cet ex-colonel, de vouloir faire éclater cette affaire.
mais on a essayé de lui en empêcher. Imaginons qu'il y ait des milliards et des milliards de planètes comme la planète Terre dans l'univers. Est-ce que vous pensez que finalement, une planète, parce qu'au moment où je vous parle, toutes les secondes, toutes les dixièmes de seconde, si ça se trouve, il y a des planètes qui s'éteignent. Il y a des populations, des races, peu importe, des espèces qui s'éteignent dans l'univers, quoi. Je veux dire, il y a des civilisations qui se créent et en même temps que je vous parle, il y a des civilisations qui disparaissent. On est peut-être une parmi, mais des milliards de milliards de milliards dans l'univers et les multivers. Donc, quelque part, est-ce que la disparition de la planète Terre, ça ferait un grand vide dans l'univers? C'est-à-dire qu'on a tendance à tout ramener à nous. On a ce côté un peu centriste. Alors, je ne sais plus c'est quoi l'expression. Alors, de se dire que ce n'est pas forcément l'être humain, mais aussi les peuples qui potentiellement pourraient vivre sous terre, on va dire les plans de vie qui sont au-dessus d'une autre, on va dire sur d'autres plans dimensionnels, hein, parce qu'il y a le monde de l'invisible, il y a plein de plans par rapport à nous. Hein. Un endroit sur Terre, sur différents plans, on va dire, c'est d'autres mondes, c'est d'autres êtres qui vivent, c'est d'autres… Enfin, peu importe, hein, c'est ce que je pense. Hein, et puis, je ne suis pas le seul à le penser, scientifiquement parlant, et les scientifiques le pensent aussi. Alors, imaginez que eh bien, la disparition de la planète Terre, l'atomisation, notre destruction par nous-mêmes par l'atome, alors ça ferait effectivement beaucoup de remue sur la planète, sur les autres plans, peut-être dans notre système solaire, peut-être si on va plus loin, peut-être dans des systèmes avoisinants, encore que, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si ça serait une immense perte en fait. Ça serait peut-être une immense perte pour ces êtres, ces stellaires qui viennent dans leurs propres intérêts sur Terre, parce que la Terre, elle n'est pas loin de chez eux. Peut-être que parce que la Terre, là, on va dire des conditions requises pour eux, pour leurs études, hein, peu importe. Peu importe, en fait. Je pense que, en fait, on est peu de choses. On est vraiment très peu de choses. On n'est pas grand-chose, franchement. Que, si on est amené à disparaître, ça ne sera pas une très grosse perte pour l'univers finalement. Vous voyez, c'est un battement de cils, c'est des civilisations qui naissent et qui disparaissent. On est un pet de mouche dans l'univers, en fait, moi je pense. Et que, voilà. Et que si on était sauvé par des êtres extraterrestres ou stellaires, c'est dur pour notre ego de penser ça, et ben, ça serait uniquement parce que quelque part, ils ont eux aussi peut-être des intérêts à nous sauver pour sauver les leurs. Voilà. Alors, je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas. Moi, je donne mon avis. Je pense qu'on peut tous donner notre avis là-dessus, mais voilà. Je ne suis pas cet optimiste de se dire qu'on veut notre bien absolument. Je pense qu'il n'y a pas foncièrement… Il y a des mauvais, il y a des hostiles, il y a des bons, il y a des très bien intentionnés. Mais si on parle d'extraterrestres, on est dans la matière. Je pense que ceux qui ont peut-être, on va dire, un avis bienveillant sur nous sont peut-être des êtres sur d'autres plans. Pour nous, après, dans un après, sur d'autres plans, mais peut-être que la vie dans la matière, là, maintenant, ici, peut-être qu'elle n'est pas forcément vouée à des fins, on va dire, très glorieuses. Bon, après, voilà, je me trompe peut-être, et j'espère que je me trompe parce que quelque part, voilà, la planète Terre mérite sa chance, mérite qu'on lui donne une chance, comme n'importe quel monde. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais écrit cette trilogie de romans Origine, quand je faisais le tour du monde. Et c'est exactement en fait les points dont je parle ce soir, c'est les points que je soulève en fait dans cette trilogie de romans, puisqu'en fait ils abordent le procès finalement de l'humanité. Quelles seraient les raisons qui feraient qu'on mériterait d'être sauvé? Voilà. Imaginez que le destin de la planète Terre et de l'humanité repose sur une seule personne parmi vous, hein, et que voilà, je vous dis voilà, tiens, allez, Sandrine, tiens, puisque Sandrine, hop, tout de suite au taquet. Voilà, Sandrine, tu peux débrancher ton micro. Je t'interroge. Voilà, je suis un être très évolué. Je viens d'un système solaire très éloigné. Et là, j'atterris sur Terre. Tu es la première personne que je rencontre, Sandrine, et je vais te poser la question. Voilà, nous avons la capacité de vous aider, de vous sauver. Pourquoi vous méritez… Enfin, essayez de me convaincre de vous aider ou de vous apporter mon aide. Si tu avais envie d'avoir une aide, qu'est-ce que tu aurais comme critère pour toi qui te laisse penser que l'être humain mérite justement qu'on lui vienne en aide? Ma réponse, elle va être toute simple, parce que je suis un être d'amour. Oui, mais il y a plein d'êtres d'amour dans l'univers. Il y a des milliards de planètes où il y a des êtres d'amour. Je veux dire, les animaux sont des êtres d'amour innocents. Tu vois. Justement,
un être d'amour. Donc, s'il y a des milliers d'êtres d'amour dans l'univers, on est tous reliés à cet amour. Donc, en fait, mon argument, ce serait justement que l'amour, en fait, c'est ce qui fait tout l'univers et qu'on fait partie d'eux-mêmes. Enfin, je m'exprime très mal, mais… Non, mais Sandrine, d'accord. L'être d'amour impliquerait peut-être qu'on le sauve. Ok. Alors, Olivier, on tiens, fait partie d'un certain équilibre donc Olivier dans l'univers. fait partie d'un équilibre. Donc, Ouais, on mériterait d'être sauvé parce qu'on fait partie. Une race, par exemple, d'insectes je prends l'exemple, par exemple, des abeilles, si elles disparaissent, on aura pas mal de soucis, on n'aura plus de pollinisation au niveau des végétaux, des choses comme ça. Donc, ça fait partie d'un certain équilibre. D'autres variétés d'insectes qui vont travailler la terre pour décomposer les feuilles, les choses comme ça, font partie d'un équilibre. Donc, peut-être que nous, pas nous en tant qu'êtres humains, mais la planète, fait peut-être partie d'un équilibre au sein de l'univers. Et si cette planète disparaît, ça va peut-être complètement dérégler cet univers. Attention, je n'ai pas dit que l'être extraterrestre que je pourrais être te demande de sauver la planète Terre. La planète Terre se sauvera d'elle-même. Je veux dire, elle se renouvellera, des espèces disparaîtront, d'autres réapparaîtront, il va y avoir un cycle de renouveau, etc. Voilà, bon, là, je te parle de sauver l'être humain, pas la planète Terre. Qu'est-ce qui pourrait, si j'étais un stellaire, me convaincre de sauver l'être humain? Alors, je me fais l'avocat du diable après, hein. Je vais essayer de vous contredire. Moi, j'étais pas sur cette question-là, j'étais sur la conversation qu'on avait eue juste avant, sur justement le fait que la planète, est-ce que c'est utile, pas utile? Par rapport à ta question-là, je te dirais, bah écoute, disons que je suis ton arrière petit-fils, donc il faut que tu me sauves. Non, l'être humain, on est tous d'accord ici ce soir dans ce débat pour dire que l'être humain n'apporte aucun équilibre à la planète Terre. On l'a vu. On l'a vu avec le confinement ces 3 derniers mois. Le confinement a fait que la nature a repris ses droits. La nature peut s'équilibrer par elle-même. L'être humain est une sorte d'anomalie dans cette chaîne, dans ce chaînon, qui, sa mission, on va dire, quand on est une espèce intelligente au sommet de toutes les autres espèces, la mission d'une espèce comme ça est d'agir de manière bienveillante et de protéger les espèces inférieures et de contribuer à leur préservation et leur développement. C'est donc je parle dans mon livre Origine, justement, dans le dernier tome. Justement, si je fais un procès de l'humanité, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de sauver la planète Terre? L'être humain, pour l'instant, il y a de l'amour, comme dit Sandrine, ok, très bien, mais de l'amour, il y en a plein. L'amour, si vous êtes un être stellaire, si vous êtes capable de ressentir, on va dire, la chaleur du soleil sur votre peau, si vous êtes capable d'apprécier, passer votre main ou vous coller à un arbre, l'amour, il est partout. On peut le ressentir seul, on peut le ressentir avec quelqu'un. L'amour, il est omniprésent. C'est juste qu'en fait, on est capable de le percevoir, de le capter comme des antennes, de le diffuser. Mais l'amour n'a pas besoin de nous pour être amour, j'ai envie de dire. Alors, je prends Dominique, Jean-Pierre. Dominique, voilà, je suis un stellaire, je te dis, dis-moi quelles seraient les raisons qui feraient que l'être humain mérite qu'on l'aide. Ça serait quoi? Une expérience de laboratoire. Une arche. En fait, on est les stagiaires de l'univers. C'est-à-dire que on est les stagiaires de l'univers, c'est quelque part que si on réussit en fait cet exercice à taille humaine, ça peut se transposer après sur plein d'autres petites planètes. Donc on est une planète, on est un échantillon en fait. C'est peut-être déjà arrivé. Peut-être qu'il y a des colonies d'humains qui vivent déjà sur plein de planètes. Hein. Je veux dire, depuis que l'être humain existe et qu'il se définit en tant qu'être humain, je veux dire, si vous êtes partisan à l'interventionnisme, c'est-à-dire la création de l'être humain par une race intelligente, on va dire évoluée, eh bien, on peut se dire que cette expérience-là a déjà lieu ou cours sur d'autres planètes ailleurs. Hein. Elle n'est pas uniquement là. D'ailleurs, si vous travaillez dans l'informatique et que vous avez toutes vos données sur un disque dur et que vous ne faites pas une copie ailleurs, quelque part, vous prenez un risque. Donc, si on a une expérience, il y a déjà une copie ailleurs. Mais il y a un but. Ah, il y a un but, forcément. Il y a un objectif. Mais… moi, je pense, c'est ma conviction, hein, je pense que ils nous tournent autour où ils sont là, je pense qu'ils voudraient préserver un équilibre qui dépasse notre entendement. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle de la Terre, on parle des êtres humains, mais je crois aussi que même la Terre, dans toute sa simplicité, participe à un équilibre, mais peut-être qui dépasse notre niveau de compréhension. Maintenant, moi, je vois aucune raison de sauver l'être humain
parce que je crois que son niveau technologique n'a pas évolué en fonction de son niveau de sagesse. Il faudrait que son niveau de sagesse vraiment évolue pour que l'humain mérite d'être sauvé. Enfin, voilà, c'est mon avis. Ok, très bien.